La Bourgogne est une des plus anciennes régions de France, connue dans le monde entier pour ses vins, sa gastronomie et son riche patrimoine religieux. Mais au Moyen Âge, elle fut l'un des plus puissants États d'Europe occidentale. Pendant plus d'un siècle, le duché de Bourgogne a rivalisé avec les plus grandes monarchies d'alors. Et ce, grâce à 4 hommes d'exception, les ducs valois. Au XIVe siècle, la Bourgogne est un duché de moyenne importance, vassal du roi de France. En 1361, le duc Philippe de Rouvre meurt sans héritier. Le duché revient au roi de France, Jean II. Il décide de l'offrir en apanage à son 4e fils, Philippe le Hardi. Philippe a gagné son surnom à la bataille de Poitiers, lorsqu'âgé de seulement 14 ans, il protège son père encerclé dans un corps à corps héroïque face aux Anglais. À leur retour en France, 4 ans plus tard, le roi offre à Philippe le titre de duc de Bourgogne en récompense de sa bravoure. À la tête du duché, Philippe se révèle être un excellent administrateur. Il met en place un grand conseil et une cour de justice. Et il lève une armée qui va mettre fin au pillage des grandes compagnies, composées de bandes errantes d'anciens soldats qui ravagent les campagnes de France, profitant de l'effondrement de l'État après les premières défaites de la guerre de 100 ans. Il aide également le nouveau roi de France Charles V, son frère aîné, à reconquérir les territoires cédés aux Anglais. Mais surtout, il réussit le plus beau mariage de l'époque. En 1369, il épouse Marguerite de Flandre, lui permettant d'acquérir le comté du même nom, un des plus riches d'Europe, ainsi que la Franche-Comté. Grand bibliophile, passionné d'art, il encourage la musique et la peinture. Il agrandit le palais ducal à Dijon et fait construire pour son épouse Marguerite le château de Germolles. À sa mort en 1404, il lègue à son fils Jean le plus riche duché vassal du roi de France. Le nouveau duc de Bourgogne prête serment au roi de France, Charles VI, son cousin. Mais celui-ci souffre de crises de folie. Le conseil du roi est donc dominé par le duc de Bourgogne et par Louis d'Orléans, le frère du roi. Très vite, les deux hommes s'opposent. Leur rivalité atteint son apogée en 1407, lorsque Jean décide d'occuper Paris avec ses troupes. Louis d'Orléans tente de rallier les grands barons à sa cause. La France est au bord de la guerre civile. Jean commet alors l'irréparable. Le 23 novembre 1407, il fait assassiner Louis d'Orléans. Choqués par cet acte, les ennemis du duc de Bourgogne s'allient contre lui, sous la bannière des Armagnacs, avec à leur tête le dauphin Charles, le fils aîné du roi. Le roi d'Angleterre profite de la confusion pour envahir la France. Les Armagnacs lèvent une armée pour le repousser, mais ils sont lourdement vaincus à Azincourt en 1415. Le dauphin doit se réfugier à Bourges. Jean est au fait de son pouvoir. Les Armagnacs proposent une entrevue au duc de Bourgogne, mais c'est un piège. À Montreux, en 1419, il est assassiné par les partisans du dauphin. Cet acte aura des conséquences désastreuses. Le dauphin va vite regretter son geste. Le nouveau duc ne pardonne pas au dauphin le meurtre de son père. Pour se venger, il s'allie aux Anglais et il signe le traité de Troyes qui déshérite le dauphin.
Le roi d'Angleterre épouse la fille du roi de France, et leur fils régnera sur les deux nations. Philippe le Bon s'empare de Montereau, où il fait exhumer le corps de son père, qu'il ramène à Dijon. Philippe considère désormais la Bourgogne comme un État indépendant. Il renforce les structures de l'État bourguignon, et par un subtil jeu d'alliances, il s'empare du Hainaut, du Brabant et de la Hollande, constituant ainsi les Pays-Bas bourguignons. 10 ans plus tard, c'est au tour du Luxembourg de tomber dans son escarcelle. Philippe est désormais le plus puissant prince de la chrétienté. Il fait agrandir son palais à Dijon et il s'entoure d'une cour fastueuse qui impressionne tous les autres monarques d'Europe. Il crée l'ordre de la Toison d'Or, confrérie de chevaliers méritants qui récompense ses plus fidèles serviteurs. La Bourgogne est désormais un véritable État, égal aux autres monarchies de la chrétienté. Mais la guerre de Cent Ans entre dans une nouvelle phase. En 1429, Jeanne d'Arc arrive à Orléans et parvient à galvaniser les troupes du dauphin. Elle parvient à lever le siège de la ville, puis elle inflige une défaite cinglante aux Anglais. Cette victoire redonne courage au dauphin. Jeanne l'accompagne jusqu'à Reims, où le 17 juillet 1429, il est couronné roi de France sous le nom de Charles VII. Jeanne poursuit sa chevauchée et tente de délivrer Compiègne, assiégée par les troupes de Philippe le Bon. Mais pendant les combats, elle est capturée par les Bourguignons. Philippe n'a pas de scrupules. Il la livre aux Anglais contre une énorme rançon. Les Anglais la font juger pour sorcellerie au cours d'un procès inéquitable. Elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Mais son exemple a galvanisé les Français, et le roi Charles VII reconquiert petit à petit son royaume. Sentant le vent tourner, Philippe entame des négociations avec le roi de France. Un traité accorde l'indépendance du duché de Bourgogne en échange de son aide dans la guerre contre les Anglais. Philippe s'éteint à Bruges en 1467, après 47 ans de règne. Son fils Charles a de grandes ambitions pour la Bourgogne. Il souhaite relier en un seul territoire les Pays-Bas et la Bourgogne. Mais surtout, il caresse un rêve grandiose, reconstituer le royaume de Lotharingie. En 943, l'empire de Charlemagne avait été divisé en 3 parties. La Francie occidentale, la Lotharingie et la Francie orientale. Le duc veut reconstituer ce territoire, qui allait des Pays-Bas au nord de l'Italie. Mais il va se heurter à un redoutable adversaire. Le roi de France Louis XI est un monarque rusé et calculateur. Il s'inquiète de l'influence de ce duc trop ambitieux qui menace le royaume de France. Dès lors, il va créer une série d'alliances contre son adversaire et soutenir discrètement tous les ennemis du prince. Charles doit d'abord faire face à un soulèvement en Flandre qu'il réprime brutalement. Il tente d'envahir la Picardie, mais il est repoussé. Ces expéditions militaires coûtent cher et les États bourguignons répugnent à les financer.
Mais renoncer n'est pas dans la nature de Charles. Il envahit la Lorraine en 1475, réalisant enfin l'unité territoriale de son duché. Il agrandit également les Pays-Bas bourguignons. Charles est sur le point de réaliser son rêve d'être à la tête d'un royaume, mais son implacable ennemi ne lui laissera pas le temps. Louis XI finance discrètement la Confédération suisse qui déclare la guerre aux téméraires. Charles part en guerre contre les Suisses, mais il sous-estime leur valeur militaire. Il est battu une première fois à Grandson. Bien décidé à laver l'affront, il lance une nouvelle offensive dans les Alpes. Mais il subit une nouvelle défaite, perdant une grande partie de son armée et de son trésor. Son prestige est entamé, mais il refuse de négocier. Perdu dans ses rêves de chevalier, il ne voit pas que le monde change autour de lui. Il se lance dans une nouvelle guerre, cette fois contre la Lorraine, qui vient de se soulever. Mais son armée n'est plus ce qu'elle était, et ses finances sont au plus bas. Il fait le siège de Nancy, mais l'hiver décime ses troupes. Les Lorrains reçoivent des renforts et attaquent son armée. Le duc se jette dans la bataille avec l'énergie du désespoir. Mais les Bourguignons sont écrasés, et le téméraire disparaît dans les combats. On retrouve son corps 2 jours plus tard, nu, gisant au bord d'un étang marécageux, à moitié dévoré par les loups. Marie, sa fille unique, n'a que 15 ans. Elle est incapable de s'opposer à Louis XI. Celui-ci confisque la Bourgogne et la Flandre, tandis que la Franche-Comté et les Pays-Bas reviennent au Saint-Empire romain germanique. C'est la fin du grand rêve lotharingien. Le duché de Bourgogne disparaît. À trop vouloir, Charles a tout perdu. Mais cette épopée a laissé des traces dans l'histoire de l'Europe. L'ordre de la Toison d'Or existe toujours. Les structures étatiques du duché se sont longtemps maintenues, et les demeures et châteaux ducaux parsèment encore les Pays-Bas, la Flandre et les Bourgognes. Pour écrire ce film, je me suis notamment inspiré de L'État bourguignon de Bertrand Schnerb et de Charles le Téméraire de Marcel Brillon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. À bientôt!